Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à la demande de mon groupe, nous débattons ce soir de la réforme du Code du travail qui a été introduite par les ordonnances du 22 septembre 2017. La mise en œuvre de ces ordonnances a suscité plusieurs inquiétudes de la part des organisations syndicales et je souhaite ici revenir sur 4 d'entre elles. La première porte sur la mise en place d'un comité social et économique, le fameux CSE, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Les CSE résultent de la fusion des 3 anciennes instances de représentation du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ainsi, un élu du CSE doit donc désormais exercer simultanément les compétences qui étaient auparavant attribuées à 3 instances distinctes. Il en découle logiquement une exigence accrue dans la maîtrise des dossiers. Si l'objectif affiché par le gouvernement était d'élargir les compétences des représentants du personnel afin de leur donner une vision globale des enjeux de l'entreprise, il semble au contraire que la concentration de ces responsabilités risque de dissuader de nombreux salariés à se présenter aux élections professionnelles, ce qui pourrait à terme ralentir le rythme de travail des CSE. Par ailleurs, il faut souligner qu'en même temps que vous demandez aux élus un investissement accru au sein des CSE, vous faites le choix, Madame la Ministre, de réduire les moyens qui y sont alloués, que ce soit en termes d'heures de délégation, de recours à l'expertise, de réduction des délais d'information-consultation, ou encore en interdisant aux suppléants de participer aux réunions du CSE en présence de leurs titulaires. Tous ces facteurs sont autant de freins à la montée en compétence des élus du CSE. Deuxième point. En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, si les instances de représentation du personnel ont été fusionnées au sein du CSE, les ordonnances ont cependant prévu la possibilité de créer une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail à qui le CSE peut déléguer ses attributions en la matière. Il est évidemment encore prématuré de faire un bilan de ces fameuses commissions. Néanmoins, plusieurs inquiétudes exprimées par les organisations syndicales ont été soulevées. Tout d'abord, nous regrettons la disparition du CHSCT qui fera perdre aux représentants du personnel leur capacité de réaction immédiate en cas de danger pour la sécurité ou la santé des salariés. Par ailleurs, les ordonnances renvoient à la négociation collective, l'établissement des règles de composition et de fonctionnement de ces commissions, le nombre de membres, les modalités d'exercice, etc. Dès lors, il est à craindre que certains des accords qui seront mis en place s'en tiennent au minimum légal et représentent un recul par rapport à l'existant. De plus, en cas de désaccord, ces règles seront fixées par le règlement intérieur sans qu'aucune disposition minimale ne soit ainsi prévue. Troisième volet, la pénibilité qui a d'ores et déjà été évoquée par plusieurs de mes collègues précédemment. Hier, à l'occasion des questions au gouvernement, Madame la Ministre, nous faisions observer que avec les règles précédentes, c'est-à-dire celles qui existaient en 2017, 800 000 salariés pouvaient bénéficier d'un départ anticipé à la retraite du fait de la pénibilité de leurs fonctions. Aujourd'hui, ce nombre de 800 000 tombe à 180 000, ce qui est une réduction extrêmement importante des droits des salariés. Enfin, dernier point, il concerne les accords de performance collective mis en place par les ordonnances et qui permettent d'aménager la durée du travail, la rémunération et les conditions de mobilité professionnelle. Là encore, nous exprimons plusieurs inquiétudes sur ces accords de performance collective et sur la souplesse juridique avec laquelle ils ont été conçus. Tout d'abord, contrairement aux accords de préservation et de développement de l'emploi, aux accords de maintien de l'emploi qu'ils remplacent, ces accords de performance collective peuvent être conclus par des entreprises qui ne rencontrent pas nécessairement de difficultés économiques, laissant ainsi craindre le détournement de la finalité d'un accord, d'un APC, c'est-à-dire d'un accord de performance collective, afin de se soustraire aux obligations en matière de licenciement économique et de recherche de repreneurs. Deuxièmement, parce que ces APC ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur d'inclure une clause de retour à meilleure fortune. Ainsi, près des 3/4 des APC conclus sont à durée indéterminée, sans que l'employeur soit tenu d'y revenir ultérieurement.
même en cas d'amélioration de la situation économique de l'entreprise, sauf si cela est précisé dans l'accord. Ceci constitue une insécurité juridique qui peut s'avérer particulièrement problématique, notamment dans les très petites entreprises. Enfin, des inquiétudes ont été remontées concernant le possible détournement de certains APC, donc les accords de performance collective, dans des entreprises relevant d'une même branche professionnelle qui adopteraient des mesures identiques, notamment en matière d'augmentation du temps de travail, afin de contourner collectivement la convention collective dont elles relèvent. Ces accords n'étant pas rendus publics, je me permets, Madame la Ministre, de vous interroger sur ce point et je vous remercie.